Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dame du CDI, le podcast où on parle à voix haute de nos blessures, nos obsessions culturelles, mais aussi de nos désirs. Et aujourd'hui, je vous parle d'un des sujets que je vous ai pitché sur TikTok, qui est pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes gays sont obsédés ou attirés par les hommes hétéros? Bien évidemment, qui peut être plus légitime que le bandeur d'hétéros originel, moi-même? La dame du CDI en personne. Est-ce un fantasme? Est-ce une impasse? Une blessure d'enfance? Les effets du male gaze? Aujourd'hui, on parle de tout ça. On parle de tout ça avec des sources comme d'habitude et surtout des expériences personnelles qui, je l'espère, feront résonner des choses en vous ou alors sauront vous divertir. Et bien sûr, un petit peu d'introspection. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos TikTok, mais je pense que une des premières clés en fait d'explication de pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes homosexuels sont attirés par des hommes hétéros, c'est cette idée de l'inaccessible. Moi vraiment, je pense que c'était une de ces idées-là qui rendait la chose aussi hyper excitante. Je pense qu'il y avait aussi ce truc de chaud-froid. En fait, pour la petite histoire, le premier homme hétéro dont je suis tombé éperdument amoureux, c'était au lycée. Et en fait, c'était un mec qui était hyper ambigu. Tout le monde avait cette espèce de rumeur, enfin il y avait cette rumeur autour de lui comme quoi il était un peu, fruity. Et moi, je le trouvais hyper beau déjà, de base. Et en fait, quand on est arrivé dans la même classe, on a commencé à devenir potes. Et en fait, il était, je pense, très ambigu parce qu'à la fois, il était très flatté, je pense, par l'attention que je lui portais. Sachant que moi, j'étais quelqu'un de très solaire. Ouais, je le suis plus maintenant. Non, mais en fait, à l'époque, j'avais plein de potes. Et lui, c'était quelqu'un qui est plutôt réservé, qui avait genre 2-3 potes, etc. Donc je pense que ça lui faisait plaisir de, je sais pas, d'avoir toute cette énergie, enfin que je lui portais d'attention, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il me soufflait un peu du chaud et du froid, et qu'il était en fait, je pense, c'est agréable de se sentir apprécié, de se sentir attirant, attiré, etc. Et je pense qu'il y avait une partie de ça qui faisait qu'il a nourri cette ambiguïté, et moi, et il faut voir comment je me suis régalé, je me suis régalé. Et en fait, je me suis régalé jusqu'à que je me régale plus. En fait, jusqu'à que ça commence à faire mal. Mais je me suis pas arrêté là, hein. Je me suis pas arrêté là. En fait, quand ça faisait mal, je pense que c'était peut-être même la partie que j'aimais le plus. Non, je rigole. Mais ouais, j'en ai beaucoup souffert. Mais il y avait aussi quand même cette excitation de, vous voyez, l'impossible, l'homme hétéro, de faire tourner ce truc, etc. Et puis il y avait aussi tout cet aspect d'homophobie internalisée que j'avais, qui faisait que un homme gay efféminé m'attirait moins qu'un homme viril. Du coup, lui, forcément, cette ambiguïté, je trouvais ça trop plaisant. Et c'était quelque chose, en fait, c'est arrivé à peu près au même moment que la sortie du film Call Me By Your Name. Et dans Call Me By Your Name, typiquement, on voit deux hommes gays blancs masculins tomber amoureux, dont un qui est plus âgé, un qui est, enfin, vous voyez, très musclé, et voilà. Il faut savoir, le mec en question dont je suis tombé amoureux, il ressemblait en beaucoup de points à Oliver. Blond aux yeux bleus, grand, plus grand que moi, musclé, très cultivé. Mais il faut voir, j'étais obsessed. She was crazy, y'all. She was insane. She needed help. She didn't get it. Et il y a justement un psychanalyste britannique qui s'appelle Adam Phillips qui parle du fait que en fait, le désir sexuel cherche à la fois ce qui est familier et étranger. Il dit ça dans Unkissing, Tickling and Being Bored, qui sortait déjà en 1993. On a un petit peu débordé dans la première partie, première explication sur cet aspect, vous voyez, attirance autour du masculin. Mais je pense que notre culture, en tout cas la culture occidentale et la culture française slash américaine, vous voyez, dont on a baigné, enfin si vous êtes comme moi, en grandissant, elle met énormément en avant l'homme masculin, l'homme dominant, l'homme fort, l'homme musclé, l'homme viril, l'homme autonome, l'homme indépendant, l'homme dominant, j'ai déjà dit. Et du coup, on idéalise énormément en fait cette masculinité, ce qui fait que girls and gays, on se sait, quand on voit ça chez un homme, on trouve ça séduisant. On est grave faible.
Mais c'est aussi parce que depuis notre enfance, c'est relayé dans le cinéma, dans les pubs, dans la littérature, dans les jeux vidéo, dans les mangas, enfin littéralement tous les clips de musique, les pubs de parfum. Et du coup, les héros, vous voyez, c'était genre les skateurs, les super-héros, les footballeurs, tout ça. En fait, c'était vraiment, vous voyez, genre, par exemple, typiquement dans les films classiques, le mec populaire, bah, c'était le joueur de foot, c'était le mec sportif. C'était jamais le mec gay. Enfin, heureusement que les choses changent aujourd'hui, mais en plus, j'ai un peu maintenant ce recul. Il y a énormément de. Enfin, dites-moi si je suis fou, hein. Mais d'ailleurs, c'est un contenu que j'aime trop regarder. Mais je vois énormément de comptes de volley, de compétitions de volley. Vous voyez, le volleyball. Mais c'est hyper gay. Et c'est ultra, ultra, ultra gay. Et je me souviens, mon ex, euh, il est américain. Et en fait, lui, il faisait partie d'un club de volley aussi, hyper gay. Et en fait, ils avaient une communauté de volley hyper gay. Et en fait, ça, en Asie, c'est ultra commun. Et si jamais vous avez connaissance d'un club hyper gay de volley en France, s'il vous plaît, identifiez-moi. Genre, j'ai besoin de trouver un sport hyper gay. Genre, ça a l'air trop bien. J'ai fait, j'avais fait des séances d'essai dans un club de natation gay et l'an dernier. Et je pense que vous avez peut-être vu, je crois qu'il y a un film sur eux qui s'appelle Les Crevettes. Et en fait, je m'étais trompé. En fait, c'est une collègue à moi, une femme hétéro, qui m'a dit ouais, je veux absolument faire de la natation. Et à l'époque, j'habitais à côté de la piscine Keller, elle est dans le 15e. En fait, j'habitais en face du pont. Et, euh, et elle me dit, ouais, viens, on va faire une séance d'essai. Elle est allée faire la séance d'essai parce que je lui ai mis un plan. Je suis pas quelqu'un de fiable. Et donc, elle a fait la séance d'essai et elle me dit, ouais, putain, c'était grave dur, machin et tout. Puis, je sais pas, je me suis pas senti hyper bien intégré. Et en fait, la semaine d'après, je suis allé faire la séance d'essai. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un groupe de natation gay, mais genre 100% gay. Donc, c'était que des hommes. Il y avait genre une ou deux femmes. Et ça, je pense qu'il faudrait en faire un sujet à part. Dites-moi si ça vous intéresse, mais le communautarisme, et notamment le communautarisme chez les gays blancs, c'est vraiment un sujet, genre c'est un truc de ouf. Mais bref, donc il y avait ce club-là, et c'était fun, honestly. Juste, leur niveau était tellement haut. En fait, je mettais genre à peu près 2 semaines à me remettre de chaque séance de natation, et du coup j'ai abandonné. Alors que j'étais bon nageur hein, à l'époque, j'avais même fait des championnats de France. Well, what can I say? Des championnats de France interlycées. À chaque fois que je dis ça, les gens ils me reprennent parce que, ben ouais. Une des autres sources qui est vraiment intéressante sur l'attrait qu'on a autour de l'esthétique virile comme première forme du désir et comme forme un petit peu brute, en fait, quand on rentre dans, vous voyez, une vie sexuelle, que certains ne déconstruiront jamais, hein, d'ailleurs. Mais pour beaucoup d'entre nous, on arrive à passer à l'étape suivante, à déconstruire un petit peu voilà, tout ce qu'on nous impose. Et justement, une des personnes qui est intéressante sur le sujet, c'est Jean-Loup Hamzel, qui est anthropologue, et qui justement parle dans Psychotropique, qui est sorti en 2010, d'une sorte de colonialisme de l'imaginaire. Donc ça, vous imaginez comme je trouve ça trop intéressant. En fait, là où il parle de colonialisme de l'imaginaire, il présente en fait l'homme hétéro, et surtout l'homme hétéro cis blanc, comme, vous voyez, une sorte de colon, surtout athlétique aussi, il mentionne, et qui devient en fait l'objet central de tous les désirs, et même de ceux que il oppresse et ou ignore. Et ça, mais je trouve ça dingue. C'est dingue parce que, par exemple, il y a énormément de communautés, de minorités qui sont soit oppressées, soit ignorées par justement cette image, vous voyez, du colon de l'homme blanc hétéro cisgenre athlétique. Et en fait, on est tous là à l'idéaliser, alors que lui, il ne nous calcule même pas. Ou alors même, il nous discrimine. Et ça, c'est ouf. Et c'est aussi énormément relayé dans le travail de Laura Mulvey. Laura Mulvey, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais dans Visual Pleasure et Narrative Cinema, qui est sorti en 1975, où elle parlait justement du male gaze, parce que c'est une des premières personnes à l'avoir théorisé, elle dit que ce regard dominant masculin qui est hétéronormé, il va vraiment façonner les représentations culturelles et que nécessairement, ben, la culture gay est impactée
par ça. Et alors ça, il faudrait aussi me dire si ça vous intéresse comme sujet, mais il y avait à l'origine, enfin dans les premières communautés queer des États-Unis et notamment de New York, il y avait vraiment une distinction entre les personnes queer racisées et les personnes queer blanches qui, elles, étaient extrêmement racistes. Et ça, dites-moi si ça vous intéresserait, un petit background historique, parce que je pense que, no shade, all tea, il y a énormément de leçons à recevoir sur ce qui s'est passé et aussi de réflexions à faire sur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas totalement sorti de ça, si vous voulez mon avis. Une des autres théories que j'ai vues sur pourquoi est-ce que les hommes gays sont aussi attirés justement par les hommes hétéros, celle-ci, je vous avoue, je suis mitigée. Donc là, vraiment, j'ai besoin de vos avis parce que je suis vraiment preneur d'avis, vous voyez, d'ouvrir le débat, parce que il y a cette théorie comme quoi, étant donné que beaucoup d'hommes gays ont été humiliés, vous voyez, rabaissés ou moqués par des hommes hétéros ou par l'hétérosexualité en général dans leur jeunesse, il y a cette théorie comme quoi euh, pécho un homme hétéro, ce serait une tentative inconsciente de réparation. Et en fait, ça se trouve, je suis tellement, mais tellement dans le déni que je me rends même pas compte. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que cette théorie est un peu farfelue. Mais je pense pas. En fait, je sais pas, j'ai du mal à me dire que ça puisse être possible. Mais justement, c'était Alan Downs. Alan Downs, je vous en ai déjà parlé, qui a écrit The Velvet Rage, qui est sorti en 2005, qui disait que le désir chez l'homme gay est une sorte de validation, de quête de validation de sa propre masculinité. Et alors ça, je l'entends. Enfin, je voyais, il y a un peu aussi ce truc, on l'avait vu, enfin, pour ceux qui regardent mes vidéos TikTok, j'en avais parlé justement sur Freud, qui disait qu'en fait l'homosexualité est une forme d'auto-validation narcissique où en fait on va chercher à s'aimer soi-même dans autrui. Enfin, il a dit quelque chose comme ça. Après, je vous avoue que je suis pas fan du personnage, mais that's fine. Ce que dit Alan Downs, vous voyez, cette quête de la masculinité, je peux le comprendre un peu plus. En revanche, cette théorie d'auto-réparation, cette théorie de vengeance, ouais, j'avoue que je suis pas fan, mais c'est peut-être aussi parce que je suis quelqu'un de pas du tout rancunier. Moi, vraiment, je vous jure, j'ai pas un seul os rancunier dans le corps. Genre, je pardonne. Enfin, je sais pas que je pardonne tout, mais en fait, il y a ce moment où et ça, c'est vraiment grâce à la spiritualité et grâce à ma cousine que je suis arrivé à ce stade. Mais j'arrive toujours à comprendre. Enfin, le mec est tellement mégalo. Non, mais je sais pas comment dire. J'essaye toujours de comprendre et de prendre du recul quand quelqu'un me fait quelque chose. J'essaie toujours de me dire, mais en fait, enfin, qu'est-ce qui a fait que cette personne fait ça aujourd'hui? Et du coup, j'ai toujours un peu de la peine pour eux. Genre même quand les gens font des trucs méchants ou pas cool, je me dis toujours de toute façon, enfin, ces personnes-là, elles ont souffert et du coup, c'est pour ça qu'elles font ça. L'eau est chaude, j'ai trop le seum. D'ailleurs, à l'origine, je voulais appeler le podcast Le Salon de thé. Il n'est pas trop tard pour changer. Dites-moi si vous trouvez ça mieux que la dame du CDI. Mais le truc, c'est que je bois quasiment jamais de thé. Mais je trouve ça bon. Mais juste, j'en bois jamais. En fait, j'ai trop peur que ça me jaunisse les dents. All tea, no shade. Si vous avez les dents jaunes, it's okay. Il y a d'autres petites hypothèses supplémentaires. Mais en fait, je réalise que je vous ai même pas fait en fait le story time de pourquoi j'ai décidé que c'était basta en fait les hommes hétéros, que c'était la fin. Donc comme je vous l'ai expliqué un petit peu au début de la vidéo, je suis tombé éperdument amoureux d'un premier homme hétéro quand j'étais au lycée. Ça m'a fait énormément de mal, ça a été très difficile. Et ensuite, je suis allé en études supérieures. En études supérieures, en première année, je me suis rapproché énormément d'un homme hétéro qui était lui aussi très ambigu. Pour être tout à fait honnête, il y a eu quand même pas mal d'hommes hétéros curieux sur mon chemin. Euh, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. Je les attirais à moi jusqu'à que j'ai retenu la leçon. La leçon est retenue aujourd'hui. Mais bref, donc ce premier homme hétéro, qui était très ambigu, j'étais très attiré par lui. Je pense que c'est un des hommes, demain il me dit ok let's go, je serai en mode ok. Alors qu'il avait une hygiène douteuse, mais c'est grâce à lui que j'ai rencontré ma meilleure amie, parce qu'en fait,
À l'origine, ce mec-là était dans ma promo. Et en fait, tous les deux, on était meilleurs amis, avec lui, hein, pas avec elle. Et il me parlait tout le temps de sa copine, il râlait, il était en mode ouais, elle est chiante, machin, elle est grave jalouse et tout, bref. Moi, je faisais que dire, mais quitte-la, quitte-la. Et je sais, je suis pas une girl's girl, j'étais un vendu, j'ai pas honte. Enfin, si, j'ai honte. Mais bref. Et en fait, un jour, il a invité sa copine à une des soirées. Et en fait, j'ai commencé, moi j'aimais trop, vous allez me détester, mais j'ai un humour très piquant. Et en fait, j'ai commencé un petit peu à essayer de la piquer. Et directement, elle m'a répondu. Et j'étais en mode, toi et moi, on va être meilleurs amis. Vous voyez cette scène dans Charlie et la chocolaterie, où elles sont en mode, soyons amis, les meilleurs du monde. Et ensuite, elles sont en mode, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Non, en fait, on a commencé à se clasher. Et en fait, ça faisait que rire et tout. Bref, on est devenus meilleurs amis. Entre-temps, lui, on n'est plus potes avec lui, pour de nombreuses raisons. Mais si jamais tu vois cette vidéo, hi. Non, je rigole. Et ensuite, en troisième année d'études supérieures, il y en a eu un deuxième, qui lui m'a vraiment fait beaucoup de mal aussi. Et après ça, je me suis dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On arrête, on arrête, on arrête. Mais c'était pas le dernier. Juste lui, ça a été le dernier à qui j'ai vraiment donné l'heure, à qui j'ai vraiment donné de l'attention. Après ça, j'étais en mode, c'est bon, on arrête. La leçon est retenue. Ça fait plus de mal que de bien. En fait, le mec, il était cher ambigu. Genre, il m'invitait à dormir chez lui. On parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, il y avait plein de trucs. Vous voyez, enfin, juste là, on dirait que c'est pas. Mais il y avait plein de trucs. Sauf que, un jour, j'ai vu, il recevait des snaps d'une go de l'école. Et je me suis dit, mais c'est une blague. C'est une blague. Et en fait, je l'ai, entre quatre yeux, genre, je l'ai call out en mode, t'es sérieux? Enfin, pas en mode t'es sérieux, j'étais en mode, il y a un truc avec cette fille? En mode, hey! Et il était en mode, ouais, bon, tu le dis à personne. Et en fait, après ça, j'étais en mode, c'est bon, c'est bon. Mais j'ai pas avoué mes sentiments, ok? Je suis sorti la tête haute, je suis parti la tête haute. Et Dieu merci. Mais bref, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, parce que là, je filme ça, on est le 17, c'était le 14 juillet d'il y a 2 ans. 14 juillet d'il y a 2 ans, je vais en Bretagne pour fêter le 14 juillet avec mes copines. Et on va dans leur boîte de campagne complètement atypique. Et la soirée commence, etc. C'était hyper fun. Enfin, on était crazy. Genre, il y avait mes deux meilleurs potes, plus moi, plus la petite sœur de ma meilleure pote, qui est hyper sympa, qui a quasiment notre âge. Et en gros, je vois un mec immense. Mais immense. Sachant qu'en Bretagne, les gens sont quand même pas très grands. Là, je vois un mec, il fait 2 mètres. Et pour l'anecdote, il faisait 2 mètres 3 centimètres. Immense. Euh, la soirée se passe et tout. Et en fait, je dis à la petite sœur de ma pote, putain, lui, il est trop beau. Et elle me dit, ah, mais je le connais. Enfin, c'est. Et en gros, c'était son premier amour. Ils s'étaient embrassés et tout quand ils étaient en école primaire ou un truc comme ça, enfin, quand ils étaient enfants. Et, euh, et je dis, mais bah, il est trop beau. Mais rien de plus, vous voyez, j'étais vraiment en mode, de toute façon, je suis en Bretagne. Enfin, voilà quoi. Population homosexuelle, une personne sur 30, c'était pas la joie. Et en fait, elle me dit, mais il a une petite vibe bi. Et j'étais en mode, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et je vois, elle part lui parler. J'étais en mode, ok, ok. Elle part lui parler un long moment. Et en fait, au bout d'un moment, elle me dit, je sais plus comment elle me l'a dit. Elle me dit, elle est venue me voir et elle me dit dans l'oreille, genre, un truc en mode, ouais, bah, la balle est dans ton camp. Un truc un peu en mode, je sais plus comment elle m'a dit, ouais, tu lui plais grave. Enfin, vous voyez. Et je suis en mode quoi? Non. J'étais choqué. En fait, j'étais choqué. Et du coup, euh, elle me dit, ouais, il est grave intéressé, etc. Et en fait, genre, c'était trop gênant. Le début était tellement gênant, guys. C'était horrible. En gros, le début, on était en mode, ah, ouais, machin, on dansait, genre, l'un autour de l'autre et tout, mais vite fait. Et ensuite, au bout d'un moment, j'étais en mode, ouais, bah vas-y, viens, enfin, on va boire un verre et tout. Donc, je lui paye un shot. Il me paye un shot. On se paye des shots, machin, on danse, on se paye des shots. Et genre, en plus, c'était à l'époque, il y a une saison d'élite qui venait de sortir où ils prenaient le sel, vous voyez, des tech puffs dans le cou. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin là?
de vous en dire plus. Non, non. Donc on l'a fait. On l'a fait et il y a un de ses potes hétéros qui arrive qui fait en mode frère, tu fais quoi? Qui est en mode mais à quoi tu joues? Et moi je suis en mode girl, go away, we're doing something here, we're doing something here. Après ça, je vous fais pas de dessin. Il y a eu un after classique, hein, un after de soirée. C'est-à-dire qu'on est tous allés dans un garage, continuer à boire et à faire des jeux. Il s'est passé ce qui s'est passé avec ce mec. Et ça, c'est aussi un des sujets que je voulais développer, mais je pense que j'aurai pas le temps parce que ça fait déjà 22 minutes que le podcast tourne. Bon, après, si j'ai le temps. Qui est l'homophobie dans le sport. Et en fait, en gros, lui, c'est un sportif professionnel. Et du coup, il avait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Le lendemain, il me renvoie un message en mode ouais, gros, ce qui s'est passé hier, ça reste entre nous, j'étais complètement bourré, etc. Et ensuite, genre, il m'a genre bloqué sur les réseaux. Et en vrai, je comprends, enfin, t'es sportif de haut niveau, ça c'est, tu fais un sport d'équipe, ça peut être hyper chaud pour toi. Et c'est exactement ce qui est illustré dans la série Olympo, qui est sur Netflix, où un des personnages principaux euh, est, je crois qu'il s'appelle Roquet, est gay, et il joue dans une équipe de rugby. Et en fait, à partir du moment où il commence à s'assumer, ben, son coach se fout de sa gueule, il perd sa place de capitaine. Bon, après, c'est voilà, c'est poussé à l'extrême parce que c'est une série, mais il y a tellement de sportifs qui souffrent en fait de ça, et énormément de rugbyman. Euh, c'est horrible. C'est horrible parce que ces gens-là, ils doivent vivre, mais tellement. Enfin, ça doit être trop triste pour eux. Et en fait, ça doit être horrible parce que tu dois être partagé entre ta passion et ton identité. Ça doit être vraiment hyper difficile. Mais j'avoue que c'était vraiment hot de rencontrer ce jeune homme. Et, euh, et ça explique aussi une des autres hypothèses qui est intéressante, qui est l'effet de rareté. Je pense que comme les hommes hétéros sont plus difficiles à avoir, on a l'impression que comme ils sont un peu, vous voyez, moins visibles, moins machin, et ben c'est plus attirant. Et il y a aussi une autre théorie que j'ai vue, qui est assez intéressante, c'est que beaucoup d'hommes gays seraient intéressés par les hommes hétéros parce que les hommes hétéros, ou en tout cas les hommes hétéros curieux, ou les hommes hétéros en tout cas ambigus, sont moins impactés par la culture queer, et que du coup, comme ces hommes gays ont de l'homophobie internalisée, et ben ça leur plaît. Parce que ce serait une version un petit peu, vous voyez, puriste de l'homme qui n'est pas encore contaminé par la culture queer. Je trouve cette théorie assez vraisemblable, malheureusement très inquiétante. Et il y a aussi pas mal de théories sur vous voyez, le complexe du sauveur, cette idée que, ce fantasme autour de il va changer pour moi, je vais le rendre meilleur et je vais lui faire découvrir qui il est vraiment. Et ça, c'est. Ouais, je sais pas. Donc, je vous avoue que je suis très heureux d'être sorti de cette attirance pour les hommes hétéros. Je suis toujours attiré par des hommes hétéros, mais en tout cas, je suis conscient qu'il est important de m'en éloigner et surtout de m'en protéger pour de nombreuses raisons et des raisons évidentes. Au-delà du fantasme, il faut réaliser que ça a des impacts sur notre santé mentale qui ne sont pas des moindres. Et ça, c'est vraiment une chose qui n'est pas à sous-estimer, aussi bien pour vous que pour moi. Voilà, le prochain épisode du podcast sera sur l'amour est-il mort. Vous parlez justement, j'en avais parlé dans le premier épisode du podcast, autour de voyez, cette théorie que l'amour est potentiellement mort. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à très vite. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok et mon compte Insta et à lire mon roman aussi, parce que j'ai écrit un roman. Chut.